Souleymane Niang. L'incident n'est pas sans rappeler le drame qui s'est produit le 6 janvier 2018 dans la forêt de Boffa-Bayotte où 14 personnes avaient été exécutées par des éléments armés pour avoir coupé du bois. Cette fois, des éléments armés ont rudoyé 8 bûcherons dans la forêt de Bayotte-Est, leur infligeant, pour certains en tout cas, de sérieuses blessures, des sévices corporels en guise de sévères mises en garde. Les détails avec notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. Le pire a été évité de justesse mercredi dans la forêt du Bayotte-Est où 8 bûcherons sont tombés nez à nez avec une bande d'individus armés de Kalachnikov qui leur ont administré de profonds sévices corporels. L'un des rescapés que nous avons rencontré chez lui ce matin retrace les films de l'événement. On m'a frappé avec des bâtons et ces gens-là étaient bien armés comme des soldats. Nous étions à peu près 9 personnes. Oui, ils ont tout pris. Ils ont pris nos portables, ils ont pris nos sandales, ils ont pris nos khas. Et ils ont brûlé tous les matériels. Est-ce que vous êtes blessé? Moi je suis blessé parce qu'ils m'ont frappé avec... Même un âne, on ne peut pas frapper comme ça un âne. Avec des gros bâtons comme ça. Là. Tu frappes la personne, il crie, tu frappes continuellement, sans arrêt. Je vous avais dit qu'ils sont bien armés, lourdement armés. Non, moi je crois que... Ils sont prêts pour la guerre. Sous le couvert de l'anonymat, il explique que les individus armés leur ont intimé l'ordre de ne plus remettre les pieds sur le site pour y couper du bois. Ils ont dit de ne plus nous revoir là-bas, dans la brousse là. Que personne ne va là-bas chercher du bois mort. J'ai dit, c'est fini. Pour moi, carton rouge, croix rouge, la forêt là. C'est ça que j'ai dit. Selon des informations que nous avons collectées auprès de sources sécuritaires, c'est une patrouille militaire qui a récupéré 6 de ces bûcherons dispersés. Les 2 autres s'étant présentés aux autorités après avoir échappé au pire. Les blessés ont été pris en charge à l'infirmerie de la zone militaire numéro 5. L'état de santé de certains d'entre eux, nous renseigne une source, nécessite une meilleure prise en charge médicale. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Évoquons à présent cet accident mortel survenu la nuit dernière sur l'autoroute Ila-Touba, un véhicule particulier qui transportait une famille à Touba a fait un tonneau. 2 passagers ont perdu la vie sur le coup, l'épouse et la fille du conducteur. L'homme qui s'en est sorti avec des blessures graves a été évacué à l'hôpital régional de Diourbel. L'accident s'est produit à la sortie de Bambey. Et puis sur un autre registre, le tribunal de grande instance de Diourbel a été pris d'assaut ce matin par des maîtres coraniques et par des pensionnaires de Dara de la zone. Ils étaient venus apporter leur soutien à un maître coranique qui devait être jugé aujourd'hui pour des violences exercées sur un apprenant. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. S'agissant de l'affaire Boubacar Seye, en instruction depuis mardi dernier, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières a reçu le soutien du collectif des Sénégalais de la diaspora. L'organisation basée en Europe dénonce ce qu'elle appelle un acharnement du gouvernement du Sénégal sur la personne de Boubacar Seye. Le collectif exige la libération immédiate de Boubacar Seye et invite la diaspora sénégalaise à ne pas céder aux intimidations des autorités. Et puis le porte-parole de Boubacar Seye appelle le président de la République à faire arrêter les poursuites judiciaires contre le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Souleymane Alioune Diallo souligne que le patron de HSF peut beaucoup apporter à l'État dans la gestion des problèmes de migration. Il était l'invité de RFM Matin aujourd'hui. Par rapport à cette situation, c'est un manque d'information. Des gens se sont trompés sur la question. Et Boubacar interpelle le président de la République. Ce n'est pas un ennemi de l'État du Sénégal, c'est un partenaire de l'État du Sénégal sur la question de la migration. Nous n'avons pas besoin d'attiser d'autres tensions par rapport à la situation de la COVID-19. Les gens sont très engagés sur cette question. Nous pensons qu'aller manifester devant des ambassades, aller manifester à Bruxelles devant l'Union européenne, cela n'en vaut pas la peine. Le président Macky Sall, je l'appelle de sa sagesse, de faire arrêter cette procédure-là. Boubacar ne le mérite pas. S'il échange avec Boubacar, il comprendra beaucoup de choses sur les mécanismes de financement de l'Union européenne, sur les questions de la migration. Il n'a qu'à libérer Boubacar. C'est tout ce que nous demandons. Je pense qu'à travers vos médias, le président Macky Sall est très écouté. Je pense qu'il nous écoute. Je lui demande solennellement, à mon nom personnel, vraiment de faire libérer Boubacar. Boubacar ne mérite pas sa place en prison. C'est pas un faussaire, c'est pas un menteur, c'est un chercheur engagé, très déterminé
sur la question de la migration. Nous ne voulons pas activer la diaspora sur cette question. Nous voulons qu'ils se réconcilient encore une fois de plus avec la diaspora, surtout sur divers sujets sur lesquels lui, le président, il est en divergence avec la diaspora. Ce n'est pas encore au dossier de Boubacar Seye qui va en être un plus. Donc nous le demandons solennellement de faire libérer Boubacar Seye. RFM 94.0, la radio en puissance. L'affaire fait grand bruit. Une femme atteinte de Covid-19 est internée au service pédiatrie de l'hôpital principal depuis des jours. Une situation que déplorent des syndicalistes de la structure sanitaire. Ils craignent une contamination des enfants. La direction de l'hôpital, de son côté, s'est expliquée sur cette affaire. Binta Diallo. La dame en question est internée au service pédiatrique de l'hôpital principal de Dakar depuis 15 jours. Elle est contaminée, testée positive au coronavirus. Les syndicalistes crient au scandale. El Hadj Mansour Ndaw, délégué du personnel, secrétaire général du SUDSAS, section hôpital principal. Même si ce n'était pas Covid, il y a des choses, il y a des limites dans la vie à ne pas franchir. On est dans un établissement public, encore une fois, de santé. On est dans un établissement public de santé qui a des règles à faire respecter. On ne peut pas admettre certaines choses. En tant que délégué du personnel, nous n'allons pas nous taire. Nous allons dénoncer certaines choses par rapport à ce qui se passe au niveau de l'hôpital. Parce qu'on n'a pas une carte de concertation. Si on avait cette carte de concertation-là, comme ça se faisait au temps de tous les directeurs d'hôpitaux qui se sont relayés au niveau de l'hôpital, mais il y a la concertation qui se faisait quotidiennement et mensuellement. Mais depuis l'arrivée de Mame Thierno Diamé, rien du tout. Il fait cavalier seul et décide de tout ce qui se passe au niveau de l'hôpital principal. Et ça, voilà les résultats. Si quelqu'un puisse aller au-delà de ses limites pour admettre une dame adulte au niveau de la pédiatrie, et en plus atteinte de Covid, mais ça c'est le bon. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Il y a une note de service qui circule depuis hier par rapport au changement d'horaire. Nous n'allons pas l'accepter. La direction générale que nous avons saisie dit assumer toutes ses responsabilités dans cette affaire et que les dispositions ont été prises pour qu'elle ne contamine personne. Le CTE, le centre de traitement épidémique, étant déjà plein, l'hôpital a pris d'ailleurs comme option de ne pas renvoyer des cas de Covid-19 sérieux et qu'il arrive même que dans d'autres départements de l'hôpital, des malades du Covid y soient admis avec toutes les précautions qu'il faut, selon le directeur général. L'épidémie de Covid-19 qui a coûté la vie à 6 personnes hier. Les autres chiffres du jour rendus publics par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 2500 tests effectués, 267 sont revenus positifs, dont 89 cas contacts et 178 cas communautaires. 47 cas graves sont pris en charge. Et puis le palmarès du jour, 17 cas communautaires à Thiès, 11 à Touba et 10 à Saint-Louis. Évoquons maintenant la stratégie nationale de vaccination contre le Covid-19. L'implication des forces de défense et de sécurité est saluée par un colonel à la retraite et un membre de l'ordre des pharmaciens. Implication annoncée hier ou souhaitée par le président de la République lors du de la réunion du Conseil des ministres. Nos interlocuteurs estiment que l'armée a tout ce qu'il faut, notamment l'expertise, le matériel et les hommes pour obtenir des résultats. Barthélémy Ngom. Le premier élément à retenir est que les forces de défense et de sécurité sont soumises à 2 régimes qui découlent de la loi sur la défense nationale. Le premier régime, c'est celui de la réquisition et le deuxième, celui de la demande de concours. Et donc, la contribution de l'armée dans la stratégie nationale de vaccination contre la Covid est à mettre dans ce deuxième régime parce que l'armée a la capacité, la logistique, l'expertise et les hommes, explique Mamadou Hach, colonel à la retraite spécialiste en gestion de crise. C'est une demande de concours à l'autorité civile qui est engagée dans une catastrophe naturelle ou dans une situation d'urgence. Quand l'armée agit là-bas, elle agit sous ce qu'on appelle la demande de concours, qui n'est pas obligatoire. L'autorité civile en fixe l'objectif, l'état final recherché, et c'est l'armée qui, elle-même, utilise les ressources disponibles, donc dans sa position de disponibilité opérationnelle, en vue de satisfaire la demande de l'autorité civile dans la mesure de son engagement en OPEX ou en OPIN, dans les opérations extérieures ou dans les opérations militaires. Donc c'est un peu, moi c'est comme ça que je l'analyse. Donc demande de concours du président de la République, appui à l'autorité civile dans le cadre d'une situation d'urgence. L'implication de l'armée dans la stratégie nationale de vaccination aura bien évidemment un impact surtout par rapport à l'obligation de résultats, souligne le docteur Mamadou Sow, membre de l'ordre des pharmaciens, directeur général de Teranga Pharma. Pour pouvoir réussir donc cette stratégie de vaccination, il faut une énorme logistique. Et cette logistique, l'armée a déjà d'abord les ressources matérielles qu'il faut, mais surtout également il y a les ressources humaines. Au niveau
armées, il y a également ce qu'on appelle le sens du respect donc des règles établies. Et lorsque vous êtes dans une stratégie donc de vaccination, donc il faudra avoir une bonne planification, avoir un bon ciblage et également une bonne cartographie donc des éléments à faire. Et donc l'armée a l'habitude de travailler donc suivant cette méthodologie. Nos deux interlocuteurs saluent donc cette décision du chef de l'État d'impliquer l'armée. Mais pour que les résultats suivent, il va falloir passer par la formation des civils qui vont être impliqués et la sensibilisation des citoyens sur l'utilité du vaccin, si l'on sait que certains sont encore résistants. Toujours au sujet de la riposte talon à Thiès, l'une des régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus. Thiès qui a notamment atteint le seuil des 1000 cas communautaires. Rien que dans la commune, 887 cas sont enregistrés, ainsi que 52 décès. Dans ces conditions, le service d'hygiène remobilise ses troupes pour des campagnes de désinfection et de communication. À Ndankrkunta, dans l'arrondissement de Mewan, cette localité est très en avance dans la lutte contre le Covid-19. 0 cas depuis le début de la pandémie. Reportage de Charanta Diop. Covid-19, la situation s'aggrave à Thiès. Les terrifiants chiffres de cette semaine inquiètent. Capitaine Idrissa Ndiaye, le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Thiès. Cette seconde fois, vous avez vu qu'il y a une nette augmentation du nombre de cas, les cas communautaires. On a franchi au niveau de la région la barre fatidique des 1000 cas communautaires au courant de cette semaine. Le nombre de décès aussi est en hausse. Donc face à cette seconde vague, il y a les actions aussi que le service d'hygiène est en train présentement de mener au niveau aussi de la région de Thiès. Nous allons développer la stratégie d'atteindre chaque commune. C'est pour cette raison que nous sommes venus présentement au niveau de Ndank, dans la commune de Mbewad. On va faire une série d'activités, de procéder à la désinfection systématique des lieux qui ont l'habitude de recevoir du public. Ndankrkunta, un village religieux situé dans la commune de Mewan, est cité en exemple dans la lutte contre la propagation du virus. Donc on l'a pris parce que c'est un village exemplaire par rapport au respect des gestes barrières. Ici, au SEM de la localité, le protocole sanitaire est bien respecté. Yorosal, le principal du SEM. Aux instructions reçues des autorités scolaires, nous avons bien respecté le protocole sanitaire. Il consiste au port du masque, au lavage des mains. C'est tout un village qui s'est mobilisé. Les chefs religieux, les personnels de santé et population s'investissent dans la lutte pour qu'il y ait 0 cas à Ndankre et villages environnants. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Intéressons-nous maintenant aux personnes ayant des comorbidités qui sont au premier chef des sujets à risque du coronavirus. C'est le cas des personnes âgées. Certaines d'entre elles rencontrées se disent conscientes du risque parce que vivant avec le diabète ou l'hypertension. Suivons le reportage de Moukalsoumli. Le vieux Hassan Mbaye habite Dagoudane, un quartier de Yoff. Il est assis confortablement sur une chaise en plastique devant sa maison. Cet homme discute aisément avec ses amis. Ce diabétique est conscient du fait qu'il est une personne à risque, d'où l'importance de respecter à la lettre les gestes barrières. Nous, les diabétiques, nous devons être plus vigilants face à cette pandémie en respectant les mesures édictées par les autorités à domicile, dans le quartier et même dans les transports, puisque le virus circule toujours. Mais Mounasek, la soixantaine, habite à côté du marché de Yoff, un coin bondé. Cette dame, au teint clair et aussi malade du diabète, la peur au ventre, elle est obligée de prendre les dispositions nécessaires pour éviter de choper le virus. Je porte le masque même dans ma maison. Je suis diabétique, je dois faire très attention. J'ai vraiment peur. Je fais de mon mieux pour respecter les gestes barrières, mais aussi mes rendez-vous à l'hôpital. Avec cette pandémie, les spécialistes estiment que la présence de pathologies antérieures comme l'hypertension présente des risques de complications. Avec la Covid-19, le vieux Ibrahim Djamli fait partie de ces sujets à risque avec son hypertension. La personne hypertendue est une personne à risque, donc elle est sujet à cette maladie-là. Mais quand on suit son traitement normalement et qu'on respecte les mesures édictées, les gestes barrières, mais on ne craint rien. Le lavage des mains, port du masque obligatoire et puis c'est tout, on n'a rien à craindre. Face à la pandémie de la Covid-19, les personnes âgées, particulièrement celles qui présentent une comorbidité, invitent les habitants au respect des mesures barrières pour stopper la chaîne de contamination de la Covid-19 et protéger cette frange de la population.
très exposés. Et pour refermer ce long chapitre consacré à la santé, revenons sur l'annonce faite hier en Conseil des ministres par le président de la République, annonce du démarrage de la deuxième phase de la CMU, la couverture maladie universelle pour cette année. Ce sera avec l'appui du Japon pour un montant de 40 milliards de francs CFA. Les syndicats de la santé ne sont pas très emballés par cette décision de poursuivre la CMU. Ils pensent que les priorités sont ailleurs pour le secteur. Nafissatou Silla. 40 milliards de francs CFA de la part du Japon pour booster la CMU et la CSU. Une initiative très appréciée par les syndicats de santé, mais des réserves sont émises aussi bien par le SUTSAS que par le syndicat démocratique des travailleurs de la santé. Pour Chersek, le secrétaire général, les priorités sont ailleurs. L'argent là devrait servir à recruter du personnel dans les zones opérationnelles où il y a un déficit de personnel qualifié. On nous affecte des agents qui sont ici, au niveau de notre hôpital, qui n'ont aucun intérêt pour la structure sanitaire. Et c'est ça la vérité. Donc cet argent-là ne dit pas, comme ils ont parlé de l'unicité des caisses, ils n'ont qu'à l'inscrire dans la ligne budgétaire de l'État sénégalais en ce qui concerne le personnel. Et que ces mêmes personnes, au lieu de les signer des contrats à ne pas en finir, qu'on les intègre directement dans la fonction publique et que la ligne budgétaire qui a servi soit versée directement pour alimenter les salaires de ces mêmes personnes au niveau de la fonction publique. Au moins, on aura garanti une stabilité d'emploi de ces mêmes personnes. Balodia Cham estime, lui, que ce budget est encore insuffisant, même s'il y a des efforts faits par-ci et par-là. Même la part du budget, elle est mouillée, parce que le ministère de la Santé, avec 4 000 milliards du budget national, le ministère de la Santé se retrouve avec 200 et quelques milliards. Donc, il y a eu des efforts, c'est vrai, mais ces efforts sont encore suffisants, parce qu'on est loin des 9%, disons, indiqués par l'OMS, alors que les chefs d'État voulaient qu'on en arrive au moins à 15% à titre éducatif. On voit ça fait comme problème. Et nous sommes tout le temps inscrits dans une dynamique, celle de faire en sorte qu'on ait un financement holistique et systémique de la CMU, c'est-à-dire un financement de tous les systèmes. Et de ce point de vue, donc, tout financement est le bienvenu. Mais nous ne pensons pas que ces financements sectaires ou sectoriels pourraient régler la question fondamentalement. Les syndicats de santé semblent être d'accord sur les avancées consenties dans le secteur de la santé, mais ils voudraient bien que l'État du Sénégal se consacre davantage au vrai nœud du problème pour ce qui concerne le système sanitaire. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Nous vous parlions au début de ce journal de la forte mobilisation des maîtres coraniques autour du tribunal de grande instance de Diourbel ce matin en solidarité avec l'un de leurs collègues ou confrères arrêtés et jugés aujourd'hui pour des violences exercées sur un des pensionnaires de son Dara. Eh bien, nous apprenons que des échauffourées sont notées en ce moment même au tribunal de Diourbel entre les forces de l'ordre et ses maîtres coraniques. Les éléments de la police font usage de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant à Bambey ou dans la région de Diourbel, Babacar Diouf. Éducation toujours, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, le SADEF, salue les mesures annoncées par le chef de l'État en Conseil des ministres hier concernant le paiement des indemnités, des primes d'examen et la relance des prêts DMC, des prêts pour le logement accordés aux enseignants par la direction de la monnaie et du crédit. Cependant, le SADEF demande l'accélération de la signature des actes administratifs. Son secrétaire général, Mbaye Sarr, rejoint par El Hadj Ndiogou. C'est inadmissible que dans notre pays, qu'à chaque fois que des examens soient tenus, que des enseignants fassent recours souvent à des grèves pour se faire payer les maigres indemnités. De la même manière également pour en ce qui concerne les conventions des prêts DMC. Nombreux sont les agents de l'État, dont particulièrement les enseignants, qui détiennent des conventions de prêts. Depuis avril 2010, la dernière fois que des prêts DMC soient payés, c'était en avril 2010. Et depuis cette date, aucune convention de prêt DMC n'a été payée. Et il a été noté donc de constater avec satisfaction que le président de la République pense à dégeler ces prêts DMC. De la même manière aussi, le président de la République a aussi pensé à la dotation des tables bancs au niveau des établissements scolaires. Parce que l'occasion nous a été donnée cette année de constater au mois de novembre, la dernière quinzaine du mois de novembre, nous avons été sur le terrain et nous avons vu que des établissements ont été confrontés sérieusement à un problème de table banc. Des élèves ont été même jusqu'à être installés à 4 à 5
dans des salles de classe. Et à Vélingara, on nous a fait comprendre que des élèves qui devaient fréquenter la classe de CI ont été renvoyés à la maison par faute de tablement. Mais nous pensons aussi que le président de la République devrait de la même manière aussi donner des instructions fermes à Madame la ministre de la fonction publique afin que des milliers d'actes qui sont en souffrance et qui attendent d'être signés, que ces actes le soient. Parce que c'est inadmissible que nous attendons que des actes passent 3 à 4 mois en attendant une simple signature de Madame la ministre de la fonction publique. S'agissant de la prorogation du contrat des assistants à la sécurité de proximité, les agents s'en réjouissent et se disent optimistes pour l'avenir. Ces agents affirment avoir acquis déjà des avantages comme la gratuité des transports et autres. La création d'un corps spécial ne ferait que consolider la sécurité de proximité. Je vous propose d'entendre la réaction de l'un de ces ASP au micro de Salimata Aou. Il a préféré garder l'anonymat. Je voulais se féliciter de la décision du président Macky Sall de prolonger notre service pour 1 an supplémentaire dans le but de consolider la sécurité de proximité. Enfin, nous sommes entrés à l'ASP comme volontaires, mais nous sommes optimistes quant à notre avenir, surtout la création de corps spécial. Avec l'ASP, nous avons acquis beaucoup de choses telles que la gratuité du transport, la prise en charge médicale à hauteur de 80%, nous et notre famille, et la formation aussi. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Nous commençons avec le naufrage meurtrier d'une embarcation de migrants au large des côtes libyennes. Au moins 43 migrants se sont noyés en Méditerranée. 10 personnes ont été secourues. Selon l'ONU, il s'agit du premier naufrage de l'année en Méditerranée. Il s'est produit hier mercredi. L'ONU précise que le moteur du navire se serait arrêté quelques heures après le départ et l'embarcation aurait chaviré en raison de l'état de la mer. Les survivants, principalement issus de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana et de la Gambie, ont indiqué que ceux qui ont péri étaient tous originaires de pays d'Afrique de l'Ouest. Au Soudan, le bilan des violences au Darfour continue de s'alourdir. Il est maintenant de 159 morts et 203 blessés. Il est aussi fait état de 90 000 déplacés. Les tueries ont commencé le week-end dernier après le meurtre d'un membre d'une tribu arabe par une personne non arabe. Les violences se sont calmées, mais la situation reste précaire dans la ville d'El Guénéna. En Irak, un double attentat suicide a fait au moins 23 morts et plus de 50 blessés sur un marché de Bagdad. Selon l'armée irakienne, ce sont 2 assaillants portant des gilets qui se sont fait exploser parmi les acheteurs. L'attaque n'est pas encore revendiquée. Ce type d'attaque n'avait pas eu lieu à Bagdad depuis plus de 18 mois. Aux États-Unis, Joe Biden a signé ses premiers décrets. Le 46e président des États-Unis a signé plusieurs décrets donc pour faire face aux crises multiples et profondes que traverse l'Amérique et revenir sur les mesures de l'ère Trump en engageant le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Il a aussi mis fin à l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de pays à majorité musulmane. Au total, Joe Biden a signé 17 décrets et le premier impose le port du masque dans les bâtiments fédéraux, les transports entre États et pour les fonctionnaires fédéraux. Une mesure prise pour lutter contre la propagation du Covid-19. La pandémie a fait plus de 400 000 morts aux États-Unis. Et puis au Canada, la prise de fonction de Joe Biden est très bien appréciée par le Premier ministre Justin Trudeau, qui pense que avec Joe Biden, on pourra relever les défis climatiques et économiques. Mamadou Aïchandiaï. Le changement climatique, et c'est quelque chose qu'on vient d'annoncer très très fortement. Alors le potentiel pour moi est très très positif que nos 2 pays travaillent ensemble. Le souhait de voir son pays et les États-Unis d'Amérique travailler ensemble est un sentiment de fierté exprimé par M. Garneau, le ministre canadien des Affaires étrangères, qui a réagi aussitôt après l'investiture de Joe Biden comme le 46e président des États-Unis d'Amérique. Dans l'accord de Paris, il a exprimé le satisfait de voir les États-Unis revenir dans cet enjeu climatique qui prévoit et qui préoccupe le Canada. Un choix, dira-t-il, judicieux
et un espoir de relancer l'économie entre ces deux États malgré un protectionnisme prôné. Pour sa part, son patron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, a déclaré à travers un communiqué que nous travaillerons ensemble afin de favoriser l'action pour le climat et la croissance économique propre. De plus, nous collaborerons en vue de promouvoir l'inclusion et la diversité pour créer de bons emplois pour la classe moyenne et des opportunités pour nos deux populations. Ici Montréal, Mamoudou Echendiaï, Radio Futur Média. Et puis pour terminer, Souleymane, un incendie s'est déclaré ce matin au Serum Institute, le plus grand fabricant de vaccins au monde, mais les médias précisent que la production de vaccins contre le Covid-19 n'était pas affectée. C'est au Serum Institute of India que des millions de doses du vaccin contre le coronavirus Covishield développé par AstraZeneca sont produites actuellement. Merci Georges Détier Diop, il est 12h27. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes. Avec nos deux invités, nous débattrons du non-respect des engagements du gouvernement vis-à-vis des syndicats d'enseignants et nous serons avec Abdou Fati, secrétaire général du CELS Authentique, membre du G7, et Ndiambe Diouf, conseiller du président de la République chargé des questions d'éducation. RFM Sport. Bonjour et bienvenue à vous, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Souleymane, et bonjour à tous. Le journal des sports, d'abord, la course au poste de président de la CAF, ça bouge dans les coulisses. Oui, c'est à Yaoundé qui accueille donc depuis quelques jours le championnat d'Afrique des nations de football. Le comité exécutif de la CAF y séjourne aussi certains candidats au poste de président de l'instance. Notre compatriote Augustin Senghor a noué des contacts et entrepris des démarches auprès, disons, des potentiels électeurs. Nous allons écouter les précisions de l'envoyé spécial du groupe Futur Média. Il s'agit de Bakary Cissé, rédacteur en chef du quotidien Record. Il sera très difficile de vous dire ce qui se passe dans les coulisses, mais ce qui est sûr et clair, c'est qu'à l'exception de Jacques Andouma resté au pays, les trois autres candidats sont arrivés à Yaoundé avec leur équipe de campagne. Donc ça a beaucoup manœuvré dans les coulisses, mais aucun candidat n'a dévoilé sa stratégie ou n'a donné plus ou moins son calendrier. Et ce qui est certain, c'est que tous les trois candidats qui sont présents à Yaoundé sont sereins et chacun essaie de travailler de son côté. Maintenant, les chances d'Augustin Senghor, oui, ces chances sont là, tout comme les autres candidats. Maintenant, comme je l'ai dit, on n'a pas la prétention de dire qui gagnera ou qui ne gagnera pas au soir du 12 mars parce que les électeurs ne sont pas des électeurs. Ce qui est sûr, tous ces candidats sont bien écoutés, ils font des rencontres, ils multiplient des rencontres et des concertations. Maintenant, c'est la population du football africain qui décidera au 12 mars. Mais effectivement, beaucoup de rencontres ont eu lieu. Augustin, avant de prendre son vol pour Dakar, après, il va rallier Braya, le Cap-Vert, peut-être en début de week-end. Mais comme je l'ai dit tantôt, personne ne pourra vous dire ce qui s'est passé. Voilà, c'est cette action donc qui se déroule à Yaoundé, où se déroule le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021. C'est déjà la deuxième journée pour le compte du groupe B. À partir de 16h, c'est la Libye qui va jouer contre la République démocratique du Congo. La RDC est décimée par la pandémie de Covid-19 puisque 4 jours et leur sélectionneur Florent Ibenge ont été finalement testés positifs à cette pandémie. À 19h, c'est le Congo qui joue contre le Niger au classement. C'est la RDC qui est en tête avec 3 points. Deuxième Niger, troisième Libye, chacune de ces formations a 1 point. Et puis le Congo-Brazzaville occupe la dernière place de ce groupe avec 0 point de soleil. Football en Angleterre, Liverpool joue ce soir pour ne pas se faire distancer. Justement, le champion en titre qui va accueillir Burnley à partir de 20h. Les Reds sont 4e au classement avec 6 points de moins que Manchester United, actuel leader. Manchester City et Leicester sont respectivement 2e et 3e au classement de la Première Ligue anglaise. Fin ce soir en Espagne de la 19e journée, le leader Atlético Madrid est en déplacement à 20h30 chez Eibar. Les Colchoneros qui ont 4 points de plus que leur dauphin, le Real Madrid, ont 3 matchs en moins. À 18h, Valence, 14e au classement, croise la formation d'Osasuna, toujours en Espagne, en Coupe du Roi cette fois-ci. Le Football Club de Barcelone joue en 16e de finale contre une formation de 4e division. Il s'agit de Cornellà. Match prévu donc cet après-midi. À suivre aussi, notez plutôt qu'hier, le Real Madrid a été sorti par un club de 3e division. Et puis l'autre rencontre va mettre aux prises à partir de 18h Ibiza à la formation de
de l'Atlético Bilbao. Et puis on termine avec l'Italie où se joue la Coupe nationale. C'est l'étape des 16e, des 8e de finale à 20h15 ce soir. Donc la Lazio de Rome qui va jouer contre la formation de Paron Suleiman. Merci Chartidiane Diagne, il est 12h31. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko, qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Beko est en fait chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et sa gamme Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offre votre revue de presse. L'actualité vue par la presse du jour, la revue de presse avec Georges Détié-Diop. La sensibilisation pour faire accepter le vaccin contre le Covid-19. Le chef de l'État prend ainsi les devants pour affiner la stratégie vaccinale. C'est ce qu'indique en tous les cas le journal Le Quotidien. Et pour cause, Le Quotidien et Le Soleil informent que Macky Sall a demandé au ministre de la Santé d'engager sans délai les activités de sensibilisation et de préparation technique des opérations de vaccination contre le Covid-19 des populations cibles prioritaires. Il s'agit, selon Le Quotidien, d'une anticipation sur les éventuelles réticences liées à la vaccination qui ont en cours partout dans le monde. Mes deux confrères ajoutent que le président a fait savoir que les forces de sécurité seront mises à contribution pour accompagner le déploiement rapide de la stratégie de vaccination. Mais l'Observateur nous apprend qu'avant de lancer la campagne de vaccination, le ministre de la Santé va compter sur l'avis des professionnels de la santé. Aussi a-t-il déjà mis sur pied 2 comités. Le comité consultatif pour la vaccination au Sénégal, présidé par le professeur Anta Taldia, et le comité de coordination des activités du programme élargi de vaccination. Ces 2 comités qui existent déjà vont être renforcés par d'autres experts dans les prochains jours. En attendant, Vox Populi relève que la situation s'aggrave. En 72 heures, le Sénégal a enregistré 31 morts, une moyenne de 10 décès par jour depuis lundi. Et hier, mon confrère, notre pays a affiché son taux le plus élevé en termes de positivité au coronavirus sur la base du ratio nombre de tests réalisés, nombre de cas positifs, soit 18,12% pour un total de 250 cas issus de seulement 1380 tests. Et pour freiner la propagation du virus dans les lieux de commerce, Source.A informe que le préfet de Dakar s'est accordé avec les maires du département pour que de nouvelles heures d'ouverture et de fermeture des marchés soient aménagées. Et il a été décidé de ramener les heures de fermeture de ces espaces publics à 18 heures pour leur nettoyage. La coordination de l'action gouvernementale en question, l'Observateur révèle que des délégués ministériels devraient être nommés prochainement par le président de la République. Une nouveauté qui vise, selon l'Observateur, en l'absence d'un premier ministre et pour alléger le secrétaire général de la présidence de la République, à assurer plus d'efficacité dans la coordination de l'action gouvernementale. Le gouvernement qui est interpellé suite à la sortie du nouveau président du MFDC, Edmond Bora. Sud Quotidien rapporte que le MFDC réclame la reprise des négociations. Edmond Bora l'a fait savoir lors du 14e anniversaire du décès de l'abbé Diamokoun Senghor, célébré hier à la place Mangakura. L'affaire des 94 milliards de francs CFA, Ousmane Sonko revient à la charge. Wolf Quotidien informe que le leader de PASTEF a annoncé de nouvelles preuves. Selon Sonko, près de la moitié de cette somme, c'est-à-dire 45 milliards, a déjà été empochée par ceux qui l'accusent. Cette sortie de Ousmane Sonko sur sa page Facebook intervient après l'annonce du classement sans suite de la dite affaire par le doyen des juges d'instruction, le leader du PASTEF qui interpelle par ailleurs le procureur de la République. Ousmane Sonko lui demande d'ouvrir le dossier s'il est courageux. Il a également invité la société civile à se saisir de cette affaire. À la une de Source.A, un éclairage sur l'incendie du puits de gaz de Ngadiaga. Un éclairage de Amadou Cissé, docteur en énergétique et chercheur dans une multinationale du pétrole. Amadou Cissé éclaire la lanterne des lecteurs sur les causes probables de l'incendie, les solutions pour éteindre le feu, les risques environnementaux encourus par les populations, notamment celles riveraines entre autres. Ce drame à l'unité 4 de Kermassar Malika à la une de Tribune. Une jeune fille séquestrée puis brûlée par son voleur qu'elle a reconnu. Sa vie n'est pas en danger, souligne mon confrère. Le cambrioleur est activement recherché. Les sports pour terminer. L'attraction ce soir en Angleterre, le match Liverpool-Burnley affiche à la une des journaux spécialisés. Sadio et les Reds pour le sursaut, s'exclame Record. À la une de Stade,
Sadio battre Burnley pour une 63e victoire. À vos kiosques et bonne lecture.